Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo sur l'éthique animale et la souffrance des animaux sauvages. Donc j'espère que la première vidéo sera bien interprétée, bien comprise, car j'ai vu lors du montage qu'il y avait certaines imprécisions qui ne seront peut-être pas comblées par des inférences dues au fait que ce sujet est assez peu abordé. Donc il faut que je sois la plus précise possible. Et je vais essayer de l'être dans cette deuxième vidéo qui va aborder les autres arguments que j'avais commencé à énoncer dans la première vidéo. Désormais, je vais aborder un argument que je trouve très intéressant, qui est l'argument de la relationnalité, sur le fait que nous ne devrions pas intervenir vis-à-vis des animaux sauvages et de la souffrance des animaux sauvages. C'est un argument qui a été formalisé par Claire Palmer. Et ce qu'elle dit, c'est que nous n'avons pas de relation morale pertinente avec les animaux sauvages et que si nous agissons envers eux, il s'agit véritablement d'un acte surérogatoire, vraiment d'une forme de bonus moral que nous ne sommes pas obligés de mettre en place. Et donc, elle va présenter son argument qu'elle appelle l'argument de l'imbrication pertinente. Donc, cela repose sur deux prémisses. Déjà, premièrement, nous sommes moralement obligés d'assister autrui en cas de besoin uniquement si nous entretenons une relation d'imbrication moralement pertinente avec eux. Et deuxièmement, il n'existe généralement pas de telles imbrications entre les humains et les animaux sauvages. Donc elle va illustrer ses arguments par deux cas. Le cas numéro 1, il s'agit de 114 chevaux abandonnés et affamés par leurs propriétaires. Et dans ce cas, nous sentons intuitivement qu'il serait moralement condamnable de ne pas leur venir en aide. Alors que le cas numéro 2 est le cas de gnous qui se noieraient en masse lors de leur migration annuelle. Et dans ce cas, beaucoup pensent que ce n'est pas de notre ressort d'intervenir. Et c'est là que l'on voit la différence entre deux situations qui impliquent des souffrances qui sont similaires. Dans une situation, on a véritablement rendu ces animaux dépendants de nos soins, du fait de s'occuper d'eux, par la domestication, donc dans le cas des chevaux, alors que dans l'autre cas, il s'agit d'animaux sauvages, donc nous nous sentons moins responsables de leur sort. Et je pense que je suis relativement en accord avec son argument, car en général, j'ai tendance à considérer que nous sommes liés par un certain nombre d'interactions, de liens, comme les liens transactionnels, des liens commerciaux, artistiques, intellectuels, ou alors des liens relationnels plus affectifs, qu'ils soient directs ou indirects. Cela peut concerner vraiment une personne asiatique avec qui j'aurais des liens indirects, mais je considère que j'ai des devoirs moraux envers cette personne qui seront peut-être moins présents, moins affirmés que les devoirs moraux envers une personne qui serait plus proche de moi, mais qui sont quand même présents. Et je pense qu'un cas intéressant à prendre en compte pour arriver à voir notre propre positionnement vis-à-vis de cette question et notre propre cohérence interne, c'est de prendre en compte le cas des personnes qui vivent vraiment de manière isolée dans des tribus, par exemple en Amazonie, et qui pour le coup n'ont aucune relation transactionnelle, relationnelle, affective avec nous, qui vivent vraiment en vase clos. Est-ce que nous sentons une obligation morale vis-à-vis de ces personnes, ou est-ce que nous considérons que tout acte envers ces tribus serait surérogatoire? Et pour ma part, je considère que je n'ai aucune obligation morale envers eux, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible d'avoir des actes de bonté, de gentillesse, de bienveillance, mais juste qu'il ne s'agit pas d'une obligation morale. Donc il y a eu des contre-arguments face à cet argument de la relationnalité qui quand même sont très intéressants et qui peuvent montrer les limites de cet argument, comme le fait que tous les êtres sentients ont des mêmes intérêts, comme l'intérêt de l'évitement de la souffrance. Et si nous soutenons uniquement l'argument de la relationnalité, nous pouvons vite arriver à des positions qui sont contre-intuitives moralement. Par exemple, si je vous donne le choix entre le bouton A et le bouton B. Le bouton A, si vous appuyez dessus, cela fait que tous les humains sont immunisés contre le cancer. Si vous appuyez sur le bouton B, uniquement les humains avec qui vous avez des relations moralement pertinentes sont immunisés contre le cancer. Et vous pouvez aussi ne pas appuyer. Eh bien, selon l'argument de Palmer, si l'on s'en tient juste à notre devoir, nous devrions appuyer sur le bouton B, mais nous ne sommes pas moralement obligés d'appuyer sur le bouton A. Alors que intuitivement, nous aurions tendance à nous dire qu'appuyer sur le bouton A est le meilleur choix. Un autre argument que je trouve intéressant qui a été formulé par Donaldson et Kimnicka se nomme l'argument de la souveraineté.
puisqu'il ne faudrait pas intervenir vis-à-vis de la souffrance des animaux sauvages, car ces animaux sont souverains. Déjà, il compare avec les animaux domestiques qui, selon eux, sont dans une relation de co-citoyenneté vis-à-vis de nous, et donc nous aurions des devoirs spécifiques vis-à-vis des animaux domestiques. En revanche, il considère que les animaux sauvages sont dans un état de souveraineté. Et je cite, « Les animaux sauvages forment des communautés organisées, compétentes pour relever des défis qu'ils rencontrent et pour gérer leurs besoins et leurs intérêts, qui en général n'ont ni besoin ni envie que leur vie soit gérée ou gouvernée par les humains. » Donc c'est pour cela qu'il faudrait ne pas intervenir. Toutefois, il y a eu des critiques de ces arguments-là, et les critiques ont principalement été centrées sur la capacité de répondre à certains intérêts, comme l'intérêt d'éviter la souffrance. Même si peut-être qu'ils sont organisés de manière souveraine, eh bien cela ne signifie pas qu'ils ont les capacités concrètes d'éviter la souffrance ou d'atteindre certains intérêts profonds qu'ils ont. Et donc à ce moment-là, nous pourrions avoir le devoir d'intervenir et de les aider. Désormais, je vais parler de l'argument du fleurissement. L'argument du fleurissement, c'est un argument qui est proposé par les anti-interventionnistes et qui considère que chaque animal a une forme de potentiel qui va exprimer tout au long de sa vie. Et exprimer ce potentiel, c'est s'aligner avec ses instincts naturels. Par exemple, le fait que les baleines aient un instinct à parcourir de longues distances, nager sur des kilomètres et des kilomètres, ou le fait que le loup va avoir l'instinct de chasser, de dévorer sa proie, et empêcher ces animaux d'accomplir ces instincts naturels serait quelque chose de négatif qu'il ne faudrait pas mettre en place. Et si je dis cela, c'est parce que certains interventionnistes qui sont contre la souffrance animale, contre la souffrance des animaux sauvages, souhaitent intervenir dans le sens de modifier par exemple génétiquement certains animaux pour qu'ils n'agressent pas les autres. Par exemple, modifier génétiquement des loups pour qu'ils ne soient plus carnivores, qu'ils puissent devenir végétariens, ne plus attaquer d'autres proies, ou voilà, modifier certains animaux pour qu'il n'y ait plus ces interactions de souffrance entre les différents animaux sauvages. Bon, il ne s'agit pas de la proposition de la majorité ou de l'ensemble des personnes qui sont interventionnistes. Il y en a beaucoup qui sont interventionnistes faibles et qui ne souhaitent pas aller jusque-là. Mais il s'agit tout de même de propositions qui sont faites, et à ce moment-là, lorsque ces propositions sont faites, il y a l'argument du fleurissement qui ressort. Et donc là, face à cet argument-là, des personnes interventionnistes fortes ont répondu que l'argument du fleurissement n'avait pas de sens, dans le sens où il n'y a pas de valeur en soi au fait d'être aligné avec ses instincts. Et que si les instincts des animaux les rendaient vraiment heureux, étaient vraiment alignés avec leur bien-être, et bien dans ce cas, l'interventionnisme serait dans le sens de l'accomplissement de ces instincts, puisque l'objectif est de diminuer la souffrance. Mais sauf qu'il y a beaucoup de fonctionnement naturel des animaux, d'instincts naturels, qui ne sont même pas bons pour eux-mêmes. Par exemple, le fonctionnement naturel de certaines souris, qui est de faire d'immenses portées, et bien ce n'est pas forcément bon pour ses propres petits, dont la mortalité va être gigantesque. Donc si on peut limiter et faire en sorte que ces souris-là fassent de très faibles portées, mais que chaque souriceau survive, eh bien dans ce cas, pourquoi ne pas changer cela? Pourquoi vouloir à tout prix reproduire une forme de fonctionnement naturel, entre guillemets, qui est associé à cet argument du fleurissement? Un autre argument qui est très souvent avancé et qui contient un grand nombre de sous-arguments est l'argument de la priorité. Finalement, s'occuper des animaux sauvages, de la souffrance des animaux sauvages, ne serait pas la priorité morale. Donc il y a différentes sous-parties à cet argument, et la première sous-partie est l'approche de l'exclusion. Selon cet argument-là, il y aurait certaines caractéristiques à posséder pour faire partie de la sphère d'application de la morale humaine. Pour faire partie de la sphère, par exemple, distributive de l'égalité, il faudrait y avoir certaines capacités cognitives, sensibles ou autres. Et notamment, des critères qui peuvent être mis en avant sont des critères kantiens de rationalité et d'autonomie qui permettent aussi de comprendre la morale et d'être vraiment inclus dans ce processus de réciprocité morale. Or, certains individus, ou plutôt certains animaux sauvages, n'ont pas ces principes de rationalité et d'autonomie. Donc, ils sont par principe exclus de cette sphère de la justice humaine.
Et justement, j'ai fait un petit, lapsus à l'instant, mais cela fait partie de la réponse des personnes qui remettent en question cet argument-là, de dire qu'il y a certains humains aussi qui n'ont pas ces critères-là de rationalité et d'autonomie, et notamment des personnes qui sont déficientes cognitives. Et est-ce que nous devrions pour autant les exclure de cette sphère-là? Eh bien, c'est discutable, mais la plupart des gens considéreront que non. Donc dans ce cas, nous devrions diminuer les critères nécessaires, l'exigence nécessaire pour entrer dans cette sphère. Mais si nous diminuons cette exigence, certains animaux vont automatiquement entrer dans cette sphère morale. Donc à quel moment nous considérons que nous pouvons entrer dans cette sphère morale ou non, c'est assez complexe puisque est-ce qu'il s'agit d'un nuancier, d'une forme de progression? Est-ce qu'il y a un moment défini à partir duquel on rentre dans cette sphère morale? C'est assez complexe et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'évidence à ce sujet. Désormais, je vais parler d'un argument qui est assez intéressant, qui s'appelle l'approche de la déflation. Et c'est le fait de considérer qu'il y a des calculs distributifs à faire dans l'allocation des ressources et que les animaux sauvages ne seraient potentiellement pas prioritaires dans ces calculs-là d'allocation des ressources. Et je vais notamment me baser sur l'argument de McMahon qui, désolée, j'ai le nez bouché, donc j'espère que ça ne s'entend pas trop, qui se base sur le potentiel natif de fortune. Donc qu'est-ce que le potentiel natif de fortune? C'est le fait de considérer que chaque être vivant va avoir un potentiel de bien-être maximum qui est différent. Donc je vais essayer de vulgariser ces notions. Par exemple, pour lui, si l'on prend une personne qui est déficiente cognitivement et une personne qui a un haut potentiel intellectuel, eh bien pour atteindre un même niveau de bien-être, il ne va pas avoir besoin des mêmes ressources. Peut-être que la personne avec un haut potentiel intellectuel va avoir besoin d'avoir accès à des bibliothèques, avoir accès à l'art, il va avoir besoin d'avoir beaucoup plus de stimulation, beaucoup plus d'accès à certaines ressources pour être satisfait. Alors que peut-être que la personne avec une déficience cognitive va beaucoup plus facilement se satisfaire de peu de choses. Donc pour un même niveau de bien-être, chaque individu ne va pas avoir besoin d'avoir accès aux mêmes ressources. Et il faut prendre ça en compte pour arriver à augmenter le bien-être de chacun. Chacun n'a pas besoin des mêmes ressources pour atteindre le même niveau de bien-être. Et donc son idée, c'est vraiment de dire que le niveau de bien-être est relatif. Et donc il considère qu'il ne faut pas prioriser les personnes avec potentiellement moins de ressources, et notamment moins de ressources cognitives, puisqu'il dit que peut-être que ces personnes avec moins de ressources cognitives ont moins de besoins aussi, moins de besoins par exemple de stimulation artistique, de stimulation intellectuelle. Et c'est là que l'on peut faire le parallèle avec les animaux sauvages. Peut-être que les animaux sauvages ont moins besoin de ressources que nous pour atteindre un même niveau de bien-être. Bon, je pense que vous voyez assez vite les limites de ce raisonnement, même s'il est très intéressant, même c'est un raisonnement qu'on peut aussi calquer à d'autres réflexions, même entre humains et pas uniquement des réflexions sur les animaux sauvages. Je pense que vous vous rendez assez vite compte du problème qui est qu'on n'en est pas au niveau de potentiellement donner accès aux animaux à des créations artistiques, mais on en est juste au niveau d'essayer de limiter des souffrances atroces. Donc que ce niveau de réflexion est peut-être intéressant pour un stade supérieur, mais qu'à ce niveau-là, on en est juste à essayer d'éviter de grandes souffrances chez les animaux sauvages et qu'on n'en est pas à une amélioration du bien-être en partant déjà sur une échelle positive. Donc McMahon va assez vite rejoindre aussi les avis du fait qu'il y ait des caractéristiques psychologiques minimales à avoir pour entrer dans ce cercle de relations moralement pertinentes. Et j'ai vu une réflexion assez intéressante à ce sujet, de se dire que si nous avons la capacité, par exemple, d'améliorer les capacités cognitives de certains humains ou de certains animaux, pour qu'ils puissent théoriquement rentrer dans ce cercle de champ, d'application de la morale, est-ce que nous avons le devoir moral de le faire? Est-ce que si une personne a une déficience cognitive qui fait qu'il n'a aucune autonomie, aucune rationalité, qui ne rentre pas dans ce champ de relations, morales, est-ce que nous avons le devoir, si nous pouvons modifier son cerveau, par exemple, et faire en sorte qu'il acquiert ces capacités-là, avons-nous le devoir de le faire entrer dans ce cercle moral? Techniquement, s'il n'est pas déjà dans ce cercle moral, nous n'avons aucun devoir moral envers lui. Donc, nous n'avons pas le devoir de le faire entrer dans ce cercle moral. Mais d'un autre côté, intuitivement, nous avons envie de nous dire que si nous pouvons le faire entrer dans ce cercle moral, il y a une certaine intuition, une certaine envie de se dire qu'il est moralement préférable de le faire entrer dans ce cercle moral et qu'ensuite nous ayons des devoirs moraux envers lui. Mais
avant qu'il entre dans ce cercle, nous n'avons aucun devoir moral envers lui. Donc est-ce que nous prenons en compte cette potentialité ou est-ce que nous ne la prenons pas en compte? C'est assez intéressant, je trouve, comme réflexion. Je pense que ce qui peut nous favoriser le fait de prendre en compte cette potentialité, de faire entrer la personne dans ce champ moral d'application, c'est potentiellement des liens privilégiés que nous avons déjà avec cette personne et qui font que généralement nous la considérons comme déjà faisant partie de ce cercle moral, comme le fait que nous ayons des liens familiaux, des liens aussi de relations affectives, même si cette personne potentiellement a de grosses déficiences cognitives qui fait qu'elle ne comprend même pas les concepts moraux que nous utilisons. Mais ces liens de relationnalité peuvent vraiment beaucoup jouer en termes d'application morale et donc favoriser le fait de souhaiter que cette personne se rapproche de nos capacités d'application de la morale et donc que nous puissions avoir des relations moralement pertinentes avec elle. Un autre argument serait l'argument perfectionniste qui est toujours dans la lignée des arguments de priorité et c'est le fait que la limitation des souffrances ne serait pas prioritaire par rapport peut-être à la création de sentiments esthétiques extrêmement beaux, de sentiments de joie ou autres. Certaines créations positives seraient prioritaires vis-à-vis de la limitation de sentiments négatifs. Et cela me fait penser à quelque chose que j'avais vu, une expérience de pensée liée à une sorte d'énorme monstre, bon je l'appelle monstre, mais peut-être qu'il s'appelle autrement, une sorte de grosse entité qui créerait plein de souffrances chez un grand nombre d'êtres vivants, mais qui lui aurait des sensations esthétiques, de joie et toutes les sensations positives que l'on peut imaginer, extrêmement supérieures à toute la souffrance générée. Et finalement, on pourrait se dire, est-ce que l'on devrait supprimer ce monstre qui phagocyte tous les êtres autour et qui leur crée des sentiments négatifs, ou est-ce que l'on doit le préserver car ce qu'il sent, tout le sentiment esthétique, le sentiment de joie qu'il a est infiniment supérieur à toute la souffrance qu'il crée. Donc je trouve que c'est un parallèle assez intéressant parce que certaines personnes vont considérer que tout ce qui est de l'ordre de la création positive vaut plus que la limitation des souffrances et que la limitation des souffrances n'est pas une priorité. Mais c'est là que les interventionnistes vont dire que, de manière générale, le fait d'intervenir pour la limitation de la souffrance des animaux sauvages ne va pas spécialement à l'encontre de la création de sentiments positifs ou des meilleures choses de la vie que l'on peut vivre. Que bien au contraire, le fait d'intervenir peut nous donner des sentiments positifs, d'avoir l'impression de bien agir moralement, d'avoir l'impression d'avancer peut-être dans le bon sens en termes d'idéal moral, donc ce n'est absolument pas incompatible. Et en plus, dans tous les cas, si l'on répond vraiment au point principal, il considère que de manière générale, quand même, la souffrance a tendance à être priorisée vis-à-vis des sentiments positifs parce que nous sommes bien plus marqués par des sentiments de souffrance, nous avons bien plus d'envie de les limiter que de vivre des sentiments positifs. Si on nous dit qu'on va être torturé pendant 1 heure pour vivre un sentiment extrêmement positif après, eh bien en général on va considérer que les deux sont asymétriques. Un autre argument de priorité serait la priorité des animaux domestiques et animaux d'élevage comparés aux animaux sauvages. C'est un argument qui a été avancé par Kyle Johansen et il s'agit d'un argument de devoir négatif ou de devoir positif et la priorité des devoirs négatifs comparés aux devoirs positifs. Devoir négatif, c'est une sorte de redevance que nous avons vis-à-vis des animaux domestiques, des animaux d'élevage, puisque nous les avons rendus dépendants. Donc, à chaque fois qu'il leur arrive des torts, nous sommes causalement directement responsables. Ce qui fait que nous avons des devoirs négatifs envers eux et que ces devoirs négatifs seraient prioritaires par rapport aux devoirs positifs de limitation des torts qui sont générés vis-à-vis des animaux sauvages. Donc les animaux sauvages sont aussi victimes de torts, mais nous ne serions pas directement responsables de ces torts qu'ils vivent. Et donc il s'agirait d'un devoir positif, un devoir supplémentaire que nous aurions envers eux, mais qui ne serait pas prioritaire. Et finalement, les interventionnistes ont tendance à répondre que de manière générale, dans nos intuitions morales, des tendances utilitaristes prennent le dessus et que notre responsabilité causale ou non ne devient pas si importante que cela. Et si nous prenons l'exemple du tramway, du dilemme du tramway, et que sur 2 rails, des animaux non humains sont attachés, par exemple un cheval, que nous activions le levier ou que nous ne l'activions pas,
cela ne change rien au résultat. Un animal va être écrasé, il s'agit du même animal à chaque fois. Donc que nous soyons causalement responsables parce que nous avons activé le levier ou que nous ne soyons pas causalement responsables, dans notre intuition morale, cela ne va pas changer grand-chose. Donc maintenant, je vais sortir de l'argument de la priorité et passer à l'argument de la perversité. Donc l'argument de la perversité, c'est considérer que il y a un fonctionnement extrêmement complexe qui est à l'œuvre dans la nature et que si nous intervenons, il est possible qu'il y ait des conséquences négatives que nous n'avons pas prévues et qui vont aller à l'encontre de nos intentions initiales. Par exemple, si nous supprimons un prédateur d'un environnement naturel, eh bien peut-être que l'intention initiale était de limiter les souffrances de ses proies, mais à ce moment-là, il est possible que ces proies prolifèrent et que finalement elles manquent de ressources et meurent par d'autres raisons comme des raisons de famine. Et donc l'intention initiale qui était de limiter les souffrances va finalement être mise à mal et les souffrances vont potentiellement être même augmentées. Donc l'argument de la perversité, là les interventionnistes vont répondre et dire que finalement cet argument-là ne va pas vraiment à l'encontre de l'intention même de l'interventionnisme qui est de limiter les souffrances, mais va plutôt être dans la mise en œuvre. Et si l'on parle véritablement de cette mise en œuvre, il y a des interventions qui sont beaucoup plus risquées que d'autres, sur lesquelles il y a beaucoup plus d'effets dominos possibles que d'autres. Et il y a d'autres interventions qui ont déjà été testées, qui ont plus ou moins fonctionné, et qui ont un niveau de sûreté bien plus élevé. Par exemple, si l'on sait qu'une intervention a 98% de chances de réussir, imaginons une campagne de vaccination, pourquoi vouloir à tout prix ne pas la mettre en œuvre parce qu'il y a potentiellement des risques de répercussions négatives, sachant qu'il y a déjà des répercussions négatives qui sont à l'œuvre, et que nous pouvons agir et que nous avons de grandes chances de les limiter. Ils pensent qu'il s'agit véritablement d'un biais de statu quo et que nous n'avons pas forcément de raison d'être aussi prudents alors même qu'il y a différents niveaux de risque et que toutes les interventions n'ont pas un haut niveau de risque. Il y a des interventions qui ont un faible niveau de risque et dans ce cas, nous pouvons prioriser ces interventions avec un faible niveau de risque. La thèse de la perversité n'est pas à négliger dans les réflexions sur l'interventionnisme vis-à-vis de la souffrance des animaux sauvages. Compte tenu de l'extrême complexité du fonctionnement de la nature, de l'existence de certains mécanismes qui semblent stochastiques, de puissants effets papillons, de multiples intrications à différents niveaux possédant chacun leurs règles, chaque projet de modification de notre environnement est profondément probabiliste. Loin d'être une limite technique passagère, cette incertitude est une caractéristique inhérente aux systèmes complexes comme ceux de la nature. Si nous considérons que chaque prédiction de l'effet de nos interventions est nécessairement probabiliste, il est possible de rejeter cet interventionnisme par prudence. Nous savons ce que nous perdons, mais nous ne savons pas ce que nous gagnons. En définitive, l'argument de la perversité met en lumière la tension suivante. Intervenir dans un système complexe, c'est toujours courir le risque de sacrifier un état imparfait, mais dont nous pouvons nous satisfaire, pour une série de mondes possibles dont les bénéfices et les coûts sont profondément incertains. Néanmoins, nous faisons déjà fréquemment le choix de ce saut probabiliste avec toutes les modifications environnementales, génétiques, médicales en faveur de l'humain. Ce qui prouve que lorsque le coût immédiat nous semble trop élevé, nous sommes prêts à prendre ce risque probabiliste de perdre les avantages liés à ce monde imparfait que nous modelons. Et je vais finir la liste des arguments par l'argument de la futilité. Certaines personnes considèrent qu'il ne sert à rien d'intervenir vis-à-vis de la souffrance des animaux sauvages, car la souffrance fait partie même du fonctionnement de la nature et que les structures de la nature génèrent nécessairement de la souffrance, quels que soient les efforts que l'on fera pour limiter cette souffrance, il y en aura toujours, car cela fait partie de la structure même de la nature de générer ces souffrances. Donc c'est pour ça que cela s'appelle l'argument de la futilité, c'est qu'ils considèrent que même si nous mettons plein de mécanismes à l'œuvre pour essayer de limiter cette souffrance, elle fait tellement partie de la structure même de la nature que c'est impossible à supprimer ou à limiter fortement. Et donc là, les interventionnistes répondent que certes, il y a des mécanismes que nous ne supprimerons sûrement jamais, comme la mort, mais que nous avons déjà pu observer, notamment concernant notre propre population humaine, grâce à l'ingénierie, grâce aux avancées scientifiques,
eh bien, nous avons pu fortement limiter les souffrances humaines. Nous avons pu fortement diminuer les maladies, certaines souffrances quotidiennes comme la famine. Nous avons fortement limité la famine et certaines intempéries que nous subissions de plein fouet avant. Donc pourquoi nous n'arriverions pas à étendre cette limitation de la souffrance à d'autres animaux sauvages, sachant que le but n'est pas de tout supprimer, car forcément il s'agit véritablement d'un grand chantier, mais que si nous voyons qu'il y a des résultats empiriques qui montrent une réussite de la limitation des souffrances, pourquoi se limiter par avance parce que certaines structures de la vie engendrent des souffrances, d'essayer de les limiter? Pour finir cette vidéo, je vais vous présenter différentes possibilités d'intervention qui ont été proposées par le mouvement RWAS que j'avais présenté dans ma première vidéo, et notamment une liste qui a été publiée sur le site L'Amorce et que j'ai trouvé très intéressante. Donc je vais lire ça avec vous et les classer en intervention plus faible, intervention forte, voire intervention extrême, car certaines propositions ne sont soutenues quasiment par personne, mais ont quand même été proposées. Donc je vais vous lire un petit peu tout ça, comme ça, cela vous permettra de vous rendre compte des différentes possibilités que nous avons. Premièrement, nous avons porté assistance ponctuellement à des animaux sauvages se retrouvant immobilisés ou risquant de se noyer. On peut penser par exemple à un élan tombé dans l'eau d'un lac gelé après que la pellicule de glace est rompue, ou alors un cétacé qui serait échoué sur une plage. Donc c'est des interventions qui sont déjà mises en place, des interventions faibles. Et il existe d'ailleurs en France un réseau national échouage pour les mammifères marins qui se sont échoués sur les plages, et il est possible d'appeler des pompiers pour les remettre à l'eau. Un autre type d'interventionnisme faible qui est déjà à l'œuvre d'ailleurs en France, c'est des centres de soins pour les animaux sauvages qui sont victimes de conséquences indirectes de l'activité de l'homme, ou alors victimes juste d'aléas de la vie comme des maladies. Et j'ai moi-même pu travailler dans ce type de centre avant de commencer mes études en psychologie. Donc je peux faire un retour d'expérience et dire que dans ces types de centres-là, il y a aussi des réflexions éthiques qui sont abordées, parce que chaque type de centre ne va pas forcément prendre en charge tout type d'animaux. Personnellement, j'ai pu travailler dans différents centres en France et certains, par exemple, prenaient en charge n'importe quels animaux sauvages, comme même des pigeons ou des rats, alors qu'il s'agit d'animaux qui ne sont pas forcément bien vus parce qu'il y a une énorme prolifération, notamment dans les villes, de pigeons et de rats. Donc il y a différentes politiques selon les centres, d'autres qui vont aussi plus se concentrer sur les animaux qui sont en voie de disparition, qui sont menacés, et certains types de centres qui sont beaucoup plus ouverts et qui ont vraiment une mentalité de soins, quelle que soit l'espèce. Donc ça engendre plein de questionnements éthiques aussi au sein de ces centres qui sont très intéressants, et heu et je pense que ce sont des lieux, en tout cas, qui sont vraiment pertinents à mettre en place, parce que lorsque des personnes trouvent des animaux sauvages, il faut qu'elles aient des endroits pour les amener lorsque ces animaux sauvages sont mal en point, et il y a beaucoup d'animaux sauvages qui sont mal en point à cause de l'activité humaine. Je vais prendre l'exemple de hérissons qui sont malades, par exemple, à cause d'antilimaces ou par le fait d'avoir mangé trop de croquettes pour chats qui étaient mises à l'extérieur, et ce n'est pas forcément adapté pour leur système digestif. Ou encore des vautours qui vont se prendre des fils électriques, qui vont être atteints de saturnisme ou autres. Il y a également des orphelinats qui peuvent être mis en place pour prendre en charge certains animaux juvéniles jusqu'à leur âge adulte. Il peut également y avoir des campagnes pour essayer de sensibiliser concernant l'agriculture qui peut avoir des conséquences négatives vis-à-vis des animaux sauvages. Et je pense notamment à une mission à laquelle j'avais participé avec la LPO sur la préservation des busards, parce que les busards créent leur nid dans certains champs de blé, de seigle ou autres. Et s'il y a un fauchage qui est assez précoce, finalement, les petits ne vont pas avoir le temps de grandir et vont être littéralement broyés par les machines qui vont passer. Ou alors ils seront carrément à l'état d'œuf, tout dépend à quel moment de l'année il va y avoir le fauchage. Donc à ce moment-là, il peut y avoir des sensibilisations pour que potentiellement les agriculteurs fassent plus attention aux endroits où il y a des trous dans les champs, parce que ce sont des endroits où il y a des nids, mais il n'est pas forcément simple de les repérer. Donc on peut faire appel à des associations, comme c'était le cas nous en Vendée,
où nous faisions soit usage de drones pour repérer les nids dans les champs, soit nous le faisions à l'œil nu en essayant de suivre les busards qui retournaient dans les champs, essayer de repérer les busards de femelles qui retournaient sur leur nid et ensuite poser des piquets pour que les agriculteurs puissent reconnaître des endroits où il y a des nids et ainsi les contourner. Donc il y a des actions comme ça qui peuvent être mises en place, mais forcément à chaque fois il y a des moyens à investir et il y a toujours des questions de priorité. Il y a également le fait d'investir dans la recherche, dans des recherches sur quelles actions seraient les plus efficaces vis-à-vis des animaux sauvages et de leur bien-être. Également le fait de faire des campagnes de vaccination, il y en a déjà eu comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais ce n'est pas du tout une pratique qui est généralisée alors qu'elle peut avoir certains effets extrêmement positifs. Il peut également y avoir des campagnes de contraception qui peuvent être mises en place, que ce soit vis-à-vis des animaux liminaires comme les rats, les pigeons, tous les animaux qui ont réellement une grande expansion dans les milieux urbains, mais également vis-à-vis de certains animaux domestiques comme la prolifération de chats ou de chiens dans certaines régions. Avant de passer à des interventions que je classerais plutôt comme étant des interventions fortes, je souhaitais mettre en avant le fait que malgré l'acceptabilité accrue des interventions faibles au sein de la population, il s'agit finalement des actions dont nous pouvons le moins mesurer les bénéfices à grande échelle. En effet, il s'agit de l'application souvent plus directe et moins rationalisée de la bonté humaine. Mais nous n'avons aucune garantie de l'augmentation nette du bien-être global des animaux ou de la diminution de leur souffrance. Ce constat rejoint l'argument de la perversité. À l'heure actuelle, il nous est impossible de mesurer tous les effets papillons résultant de nos actions charitables, et il est possible que ces dernières aient un effet contre-productif. Par exemple, lorsque je travaillais dans un hôpital de la faune sauvage, le gérant m'avait dit que lorsque nous recueillions un bébé phoque abandonné par sa mère, il est possible que cet abandon soit dû à une malformation ou à une défaillance perçue chez le nouveau-né par sa mère. Par conséquent, il est possible que nous le soignions jusqu'à sa majorité sexuelle, que nous le relâchons dans la nature et que ce dernier transmette sa malformation ou sa maladie à ses descendants, qui mourront peut-être dans d'atroces souffrances, alors que sa mort seule aurait généré moins de souffrances. Il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres, des actions bienveillantes qui peuvent s'avérer être contre-productives car nous ne maîtrisons jamais tous les paramètres et les répercussions indirectes de nos actions. De même concernant le véganisme, nous nous assurons par ce régime de diminuer voire de supprimer le rapport d'exploitation avec les animaux d'élevage, mais il nous est impossible de savoir si ce mode de vie diminue de manière nette les souffrances sur Terre. Imaginons la destruction des étables, des abattoirs, des différents centres d'élevage dans un monde entièrement vegan. Imaginons également que tous ces lieux soient remplacés par des prairies et des forêts. Finalement, ces prairies et ces forêts seraient le théâtre de toutes les atrocités du monde sauvage. Par conséquent, cet interventionnisme faible ne garantit en rien la diminution nette des souffrances sur Terre. Il garantit surtout l'arrêt d'un rapport d'exploitation et de certains types de souffrances particulières induites par des structures humaines. Seuls des interventionnismes forts peuvent prétendre à une diminution nette des souffrances, mais les risques associés sont élevés et leur mise en place est bien plus coûteuse. Les interventionnismes forts demanderaient un niveau de ressources et de gestion permanente absolument démentiel. Donc jusqu'à maintenant, j'ai plutôt mis en avant des interventions qui, je pense, sont facilement acceptables de manière intuitive, dont certaines qui sont déjà mises en place d'ailleurs, mais certaines personnes vont beaucoup plus loin en termes de propositions d'intervention, et je pense que celles que je vais présenter ici vont beaucoup moins faire l'unanimité, comme le fait de, comme je le disais précédemment dans mon ancienne vidéo, favoriser des écosystèmes avec des grands mammifères, des grands herbivores comme les éléphants, ce qui va limiter le taux de souffrance dans cet écosystème-là parce qu'il y a beaucoup moins de prolifération de petits mammifères avec un haut taux de reproduction. Il y a aussi moins de grands prédateurs dans certains types d'écosystèmes que d'autres, et donc il faudrait favoriser les types d'écosystèmes où il y a le moins de souffrance possible. D'autres propositions seraient de modifier génétiquement les prédateurs pour faire en sorte qu'ils ne soient plus prédateurs, ou en tout cas d'essayer de les supprimer de certains environnements, potentiellement les mettre dans des réserves particulières, ou alors leur donner à manger de la viande de synthèse ou faire en sorte qu'ils n'aient plus besoin de chasser. Il y a aussi la limitation d'animaux à mode de vie rapide, c'est-à-dire des animaux qui font des reproductions de
des très grandes portées avec un haut taux de mortalité. Comme ça, cela limiterait la souffrance. Et après, il y a des propositions qui sont presque cyniques. Donc je pense que c'est parfois des propositions qui ont été mises en avant pour démontrer les limites de ce type de mentalité, comme le fait de tout bétonner pour que toute vie ne puisse pas s'étendre dans certains environnements et donc qu'il n'y ait pas de souffrance, ou encore le fait, d'éradiquer toute vie sentiente ou littéralement de détruire la planète et donc qu'il n'y aurait absolument plus de souffrance. Je pense qu'il s'agit de propositions qui ne sont pas sérieuses, mais qui mettent en avant aussi les limitations de ces raisonnements où la souffrance est vraiment au cœur du raisonnement et où d'autres critères ne sont pas implémentés. S'il y a uniquement la suppression de la souffrance qui est mise en avant, à ce moment-là, ces propositions ne sont absolument pas absurdes. Donc ces dernières propositions mettent en avant le fait que l'on ne peut pas juste prendre en compte une limitation de la souffrance comme seul critère, sinon on en arrive à des positions assez contre-intuitives. Donc voilà, dans cette dernière partie, je voulais vous donner un aperçu de certaines actions que l'on peut mettre en place pour limiter la souffrance animale, des interventionnismes faibles et des interventionnismes forts qui pourraient potentiellement être mis en place à l'avenir dans des sociétés beaucoup plus avancées. Donc bien évidemment, il ne s'agit absolument pas d'une liste qui est exhaustive. Il y a plein d'autres points qui peuvent être implémentés. Il s'agissait plus pour vous donner un ordre d'idée des types d'actions qui peuvent être mises en place. Donc j'espère que ces 2 vidéos vous auront donné des éléments qui vous permettront de réfléchir à ce type de questions sur l'éthique animale et notamment sur la souffrance des animaux sauvages. N'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis et à bientôt!